Bonsoir, Le Rideau écarlate, Sergio Segalini. Avec ce soir un grand chef, un éminent spécialiste de la musique de Rossini qui est demain soir à la basilique de Saint-Denis pour un concert consacré à Pergolèse et bien sûr à Rossini.
Le final de Adelaide di Borgogna, opéra pour ainsi dire inconnu de Rossini, avec Martine Dupuis, Mariella De Villa et d'autres interprètes qui faisaient partie de l'équipe du festival de Martina Franca, car cet enregistrement a été effectué à Martina Franca sous l'égide d'un chef d'orchestre qui est notre invité ce soir. Vous l'avez sans doute reconnu sans que je donne le nom, car en début d'émission je disais un éminent spécialiste de Rossini. Je l'ai aussi présenté, étant donné que demain soir il va diriger un concert pergolèse Rossini à la basilique de Saint-Denis. Donc, vous l'avez reconnu, c'est Alberto Z. Bonsoir, Alberto Z. Merci d'être parmi nous ce soir. D'ailleurs, si je devais faire les titres, énumérer tous vos titres, ce serait long, parce qu'on devrait aussi dire que vous êtes musicologue, que vous êtes le directeur artistique de la Scala de Milan. Alors, comment toutes ces choses ensemble peuvent se coller? Parce que diriger la Scala, les orchestres, la musicologie, c'est énorme comme travail. C'est trop, pas seulement énorme. Mais est-ce que la musicologie vous a intéressé dès le départ, tout de suite comme... Oui, la musicologie m'intéresse parce que je suis musicien. Alors je pense que la musicologie sert beaucoup aujourd'hui aux musiciens et sert aussi à les directeurs artistiques du théâtre. Ça veut dire la musicologie nous donne la clé pour, quelquefois, pour entendre mieux le répertoire qu'ils vont faire et pour le tenter de le reproposer dans une façon crédible, dans une façon efficace qui parle le langage d'aujourd'hui. Alors, je crois qu'on doit bien connaître le langage du passé pour être moderne. Je voudrais être moderne comme musicien, comme directeur artistique. Et pour être moderne, surtout dans un répertoire qui est né avant qu'hier, il faut retrouver le langage de l'antique. Pour le traduire, pas seulement pour le reproduire, pour le traduire qui est beaucoup plus difficile, mais je pense aussi beaucoup plus utile. En France, on vous connaît un peu comme rossinien, c'est un peu l'étiquette qu'on vous a donnée, et pour cause, parce que vous avez réalisé évidemment beaucoup d'enregistrements rossiniens, parce que vous avez dirigé le Festival de Pesaro, parce que vous êtes à l'origine d'une édition historique du Barbiere di Siviglia, ça a été un peu cette édition le départ de la musicologie rossinienne. Si, en effet, c'est le compositeur à qui j'ai dédié le plus de mon intérêt et mon temps, aussi parce que c'est un compositeur qui ne finit jamais de vous surprendre, de découvrir des choses, de trouver enfin le message, la compréhension du message qui est très difficile, très compliqué, qui n'arrive jamais au but. Mais vous savez qu'avant de travailler Rossini, j'ai dédié beaucoup de temps pour des autres compositeurs. En ce moment, pour exemple, mon intérêt est particulièrement dédié à Monteverdi. C'est aussi l'année Monteverdi qui se prépare. Pas seulement pour ça, mais on va tenter de réintroduire Monteverdi à la Scala et ça donne des problèmes. Tu peux bien comprendre qu'est-ce que c'est faire Monteverdi dans le grand endroit de la Scala. Mais vous avez dirigé, je crois, une édition du couronnement de Popée au Festival de Martina Franca en plein air. C'est un work in progress, c'est une tentative, en part réussie et en grande part pas encore réussie, mais a été un expériment qu'on a fait sur la peau des pauvres amis de Martina Franca pour avoir une meilleure orientation pour un expériment aujourd'hui plus important et plus, avec beaucoup plus de risques que c'est la Scala. Et heureusement, j'ai trouvé un Riccardo Muti, un compagnon qui aime le risque, qui adore Monteverdi, qui croit dans l'actualité de cette musique. Je pense que si une artiste qui fait de l'opéra lyrique, qui chante, ne connaît pas Monteverdi, n'a pas pratiqué Monteverdi, il n'aura jamais la clé pour ce mariage entre parole et musique qui c'est enfin le target de l'opéra lyrique, je crois. Et Monteverdi, j'espère, pour les jeunes, pour les étudiants, je veux que Monteverdi devienne la Bible de chacun qui veut faire du théâtre musical. C'est la base de l'opéra, de toute façon. Je crois que c'est la base. C'est aussi le point d'arrivée, je crois, le plus parfait en ce mariage drôle. Nous avons ce jour la Scala Falstaff, qui c'est un autre formidable mariage
de paroles et de musique. Toute la semaine dernière, je l'ai consacré, tous les matins de France Musique étaient consacrés à Falstaff, justement, bon, parce que c'est le centenaire de Falstaff, Ah raison oui, pour laquelle à la oui, Scala, oui, vous oui, reprenez oui, Falstaff. oui, c'est vrai, Et pendant c'est vrai, toute c'est la vrai. matinée, la semaine dernière, on n'a parlé que de Falstaff. Ben, je 15 heures crois entières sur il Falstaff. n'y aura pas Falstaff aujourd'hui sans Monteverdi avant, parce qu'il a donné un exemple insuperable, je pense, de cet usage de la parole qui donne force à la musique et la musique qui donne force à la parole. Et tous les deux s'enrichissent sans rien perdre de ses qualités propres, de ses propriétés, de ses spécificités, je pense. Une petite question, c'est que la musicologie italienne a tendance à être moins présente au niveau international Oui, dans parce cette que musique que la musicologie étrangère. Je veux dire, les Anglais, les Américains. Parce qu'en effet, en Italie, la musicologie n'appartient pas aux musiciens d'habitude, mais c'est de la grande culture, c'est de bons écrivains. Et les musiciens n'aiment pas trop. Ils pensent, je crois à tort, que la musicologie c'est un peu comme aride, donne de l'aridité à la pensée musicale. Et je pense au contraire que la musicologie nourrit les idées musicales et donne une force. Et je dois dire que la musicologie m'a beaucoup aidé sur Rossini. Et sans la musicologie, peut-être je n'aurais jamais trouvé une crédible traduction de ce qui est le message rossinien, qui c'était tellement difficile parce que tu sais qu'il y a des composants mystérieux comme la virtuosité, mais pas trop. Illogique, théâtrale, quelquefois dangereux, mais pas trop aussi ça. Et la musicologie m'a beaucoup aidé. Le texte, la musicologie active, ça veut dire la vraie musicologie. Pas de raisonnement génial sur la musique, mais le travail dur sur le texte, sur l'origine des choses, la fonte, les fontes. Il n'y a pas seulement l'orthographe.
L'audio de Semiramis s'était enregistré au mois d'août 1992 au Festival de Pesaro avec la Semiramis de Jano Tamar, l'Arzace de Gloria Scalchi, dans une nouvelle intégrale de Semiramis qui est inédite en France, donc on l'entend là pour la première fois, un disque qui sera distribué probablement à la rentrée. Et bien évidemment, cette édition a été dirigée par le maestro Alberto Zed, notre invité de ce soir. Le maestro Zed qui, d'une certaine manière, en dirigeant cette Semiramis, faisait ses adieux volontaires d'ailleurs au Festival de Pesaro qu'il avait dirigé depuis, je crois, ça faisait plus de 10 ans, c'était la 12e ou 13e année, car vous l'aviez ouvert, je crois, en 80 avec Gazzaladra, et donc vous l'avez conclu dans votre collaboration avec cette Semiramis. Alors pourquoi ce choix de quitter Pesaro? Car pour les Français, Pesaro, c'est vous, Alberto Zed. Pesaro, c'est beaucoup plus que moi, heureusement. Pesaro, c'est Rossini. Et Rossini a une main très heureuse je suis sûr qu'il va suivre parce que c'est un compositeur plus jeune et les jeunes aiment beaucoup et je pense qu'il y a encore beaucoup de surprises à prendre de Rossini. Pour exemple, cette Semiramis qui pour nous, c'est une Bible rossinienne parce que dans cet opéra, Rossini a fixé pour son rossinisme, ce qui est particulier dans sa musique, beaucoup plus que dans des opéras aussi plus importants comme Guillaume Tell, qui peut-être c'est une opéra plus belle, plus importante, mais c'est moins rossinien, ce n'est pas la Bible du rossinisme comme l'est la Semiramis. Et avec cet opéra, j'ai tenté une opération que j'espère qui indique un peu la possibilité du futur vocalité rossinienne. J'ai choisi cette Jano Tamar, qui n'est pas exactement une rossinienne dans le sens classique. Et vous l'avez rencontrée à l'Académie de Osimo Oui, j'ai en Italie, rencontré, c'était une étudiante à l'Académie où j'ai une petite école de musicologie, de philologie musicale. Et à côté, il y avait cette académie de chant. J'ai entendu quelques éléments, entre eux cette voix que je considère très émouvante. Et qui chante demain soir et qui chante demain soir, Saint-Denis. Oui. Et j'espère de l'avoir souvent avec moi parce que j'adore cette qualité vocale, cette émotion qui donne. C'est une émotion qui est déjà dans la voix. En plus, c'est une artiste intéressante. Écoutez, les rivales de cette cantatrice râlent en ce moment et percent les murs de Radio France pour protester parce que donc ils auraient préféré chanter elle plutôt que laisser chanter Madame Tamar. Oui. C'est Radio France, il y a toujours des bruits suspects. Non, oui. En tout cas, si Radio France va m'inviter ici, on va discuter aussi. Mais vous avez fait avec Semiramis un choix de jeunes chanteurs en même temps, parce qu'il n'y a pas que l'équipe entière. Si. Mais là, je crois que la nouveauté, c'est un peu cette qualité de voix qui, j'ai préféré au belcantisme virtuosistique, la virtuosité pure du belcantisme classique, du rossinisme traditionnel. Je préférais une voix expressive parce que je pense que le futur de la vocalité rossinienne, c'est si encore partir du virtuosité absolue et du, naturellement, le chant tourné. Mais c'est continuer, c'est aller plus loin et retrouver à travers de cette virtuosité une expression, une fantaisie, une créativité, des émotions que quelquefois les virtuoses ne veulent pas chercher. Parce qu'ils pensent qu'avec l'émotion, ils vont un peu ruiner l'effet un peu spectaculaire du virtuosisme. Je ne veux pas un virtuosisme spectaculaire. Je préfère un virtuosisme comme celle de Jano, qui n'est pas particulièrement excitant en soi-même, mais qui arrive à un point d'expression et d'émotion plus haute. Je pense que le futur de le chant rossinien, c'est ça, pour donner, au-delà de l'émotion, de l'excitation qui donne ce chant virtuosistique, fantastique, émouvant, mais aussi une expression qui, quelquefois, on y est à Rossini et que je pense qu'il existe aussi dans sa écriture vocale. Lorsque vous écoutiez ce duo, hors micro, vous parliez des problèmes justement des variations, des cadences, qui est un problème très important d'ailleurs dans le chant rossinien, comme d'ailleurs pour tout le chant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Si, je pense qu'il n'est pas possible qu'on respecte la formule rossinienne qui répète souvent, comme vous savez, répète une tiers page, dans le da capo, mais pas seulement dans le da capo, aussi pendant une heure, il répète souvent. Et il était entendu pour lui-même. Il nous a donné des exemples très clairs
quand il y a des répétitions avec les mêmes textes et les mêmes musiques, il était clair que l'interprète devait utiliser la répétition pour changer. Et pas changer pour donner plus d'émotion, de virtuosité, mais pour donner plus d'expression. Alors, c'est une forme vocale qui, pour avoir un vrai changement d'expression, vous demande aussi de changer les notes. Parce que sur une écriture vocale tellement virtuose, c'est difficile de trouver des couleurs différentes. On peut faire une fois piano, une fois forte, ou crescendo, comme ça. C'est difficile, ça. C'est plus facile si c'est nécessaire pour renouveler l'émotion de changer les notes. Mais vous changez les notes, mais vous proposez évidemment quelque chose de nouveau à chaque chanteur. Est-ce que vous avez des difficultés avec les interprètes? Parce qu'ils peuvent vous dire non, ça ne me plaît pas du tout, maestro. Si, mais on peut les arranger pour le voir. On doit les arranger pour les... Il y a aussi une question de goût, peut-être, quelquefois. C'est une question de goût, c'est une question de technique, c'est une question de si on préfère le legato, le picchettato, on peut bien changer ça. Mais surtout, c'est une question de personnalité expressive. On doit changer dans une fonction expressive. Si tu parles de ça, n'est pas difficile de trouver la variation juste. Naturellement, on doit parler un langage rossinien et ne pas être un corps estraneo, comme dit. Étranger. Un corps étranger dans la musique.
C'était un extrait de La Pivoleuse, La Gazzaladra, l'un des opéras défendus par le maestro Z au disque, avec Nucci Condò, Pietro Bottazzo, Rosetta Pizzi, Angelo Romero, Alberto Rinaldi, et l'orchestre Royal Philharmonic, dirigé bien sûr par Alberto Z, était aussi aidé par les Ambrosian Opera Chorus. La Gazzaladra, là aussi, une grande partition de Rossini, mais vous dirigez au concert de Sandrini une cantate bien curieuse, parce que la cantate, deux cantates d'ailleurs. Il y en a une qui est une cantate pour les Bourbons, mais une autre qui est une cantate qui s'appelle Giovanna d'Arco, pour laquelle, je crois, il n'y a pas d'orchestration. Non. Alors, comment vous allez faire? Parce que vous avez un orchestre devant vous demain soir. Oui, on a demandé à un compositeur italien très connu qui s'est souvent occupé de la musique ancienne. Il a, par exemple, il a publié les cadences pour les concertos de Mozart de piano, les cadences au piano. Il s'est toujours occupé d'étudier les anciens aussi. Il a souvent dédié son temps à ça. Et là, on l'a choisi pour tenter une orchestration de cette œuvre, prévue qui Rossini sûrement y a pensé, parce que nous avons des fragments d'une cantate avec le même nom qui doit être différent parce qu'il y a plus de personnages, pas seulement Jeanne d'Arc, mais aussi des autres personnages. Et nous avons ce fragment de récitative avec l'orchestration. Alors il faut dire que Rossini, il y a pensé, et nous avons perdu l'autographe, le manuscrit musical, il y pensait, et il n'a pas conclu son espoir, il n'a pas... Mais vous ne trouvez pas que c'est dur d'interpréter la pensée rossinienne au point que... D'ailleurs, ce compositeur qui a écrit cette œuvre, si, vous n'avez pas dit son nom, il était je crois. plus facile pour un musicien, mais non, je trouve que la partition qui nous a préparé Charino, voilà, ça c'est tout à fait rossinienne. Parce que moi, je connais deux éditions discographiques, l'une avec Marine Horn, qui est donc accompagnée au piano, et une autre qui est faite par Teresa Berganza, qui est donc accompagnée par l'orchestre. Pas de problème que l'original, c'était pour piano. Nous avons l'autographe, un très clair et très beau autographe. Et sûrement l'original, c'était pour le bien. Je dois dire que l'écriture pianistique suggère aussi une orchestration. Et l'autre cantate? L'autre cantate, c'est émouvant parce qu'il a écrit ça avant de devenir un compositeur professionnel. Il était très jeune. Il a écrit pour les amis Mombelli. Il avait 16 ans avant d'aller à Venise. Et ce qui me frappe de cette cantate, il y a un tas de dramaticité qu'on retrouvera seulement dans les grands opéras napolitains. Ça veut dire que
Du début, de sa jeunesse, il s'est considéré un compositeur dramatique et il trouvait dans le dramatisme, dans une dramatisme qu'il a corrigé, comme dire, il l'a reprise seulement à Naples. Tu trouveras un discours d'une dramaticité vraiment surprenant pour Rossini et encore plus surprenant si tu penses que c'était le Rossini des très jeune qui n'avait pas encore avant commencé la à grande écrire. expérience napolitaine, où là il va écrire énormément de cantates à Naples, parce que vous en avez Oui, d'ailleurs fait il un était un certain nombre, service, un tu certain sais. nombre à Oui. Pesaro, on les a quand Son même. patron, c'était le roi de Naples. Et alors, tous les mariages et les festivités de la famille royale doivent être Oui, soulignés les avec la anniversaires, présence du grand compositeur Rossini. Alors, il a écrit beaucoup de cantates pour, nous avons dit pour les Borboni, mais ce sont pour des festivités liées à la maison Borboni. Et vous les aimez tout autant? Tu sais, ce sont des cantates un peu drôles parce qu'elles ont été représentées. Alors, ce sont à peu près des opéras. C'est la formule des opéras un peu plus simple, pas trop de concertati, mais quand même, tu vas trouver beaucoup de musique que tu vas plus tard retrouver dans les opéras. Eh bien, Maestro Z, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de venir nous rejoindre au studio entre deux répétitions de ce maxi-concert à Saint-Denis. On va vous entendre entre Pergolesi et Rossini. Merci à vous. Et on va vous entendre diriger cette fois-ci, non pas du Rossini, mais on va vous entendre diriger un autre compositeur, parce que vous dirigez aussi d'autres musiques, et comment, et c'est donc Bellini. Merci, Maestro. Oh
castego l'orto voto ambo e ferri. Custodite e tolosi o risoluto e piolloso volite innocente la duchessa insultata cortedessa Alberto Zed qui dirige ici un opéra de Bellini, comme je vous disais tout à l'heure. Il s'agit du grand concertato de Beatrice di Tenda avec Mariana Nicolesco, Piero Capuccilli, Stefania Todicka, Vincenzo Lascola, Iorio Zennaro, le chœur philharmonique de Prague, l'orchestre de Monte-Carlo et bien sûr dirigé par son maestro célèbre rossinien qui dirige demain soir, je le répète, un concert à la basilique de Saint-Denis, un concert consacré au bel canto de Pergolèse et
de Rossini avec la participation du soprano Yann Tamar et du mezzo-soprano Lucia Valentini Terrani. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous dire bien évidemment à la semaine prochaine comme d'habitude et à remercier mes fidèles collaboratrices Monique Vignet et Michel Dumontier. Merci et au revoir.